aura eu 100 ans, au mois de mai. Il y a 30 ans qu'il a disparu. Et en fait, on continue à s'intéresser et il continue à intriguer. J'ai jeté plein de coups d'œil, j'allais dire, sur toute la production cinématographique autour de Orson Welles. J'ai regardé un petit peu tout ce que les chercheurs ont essayé de mettre en place, en valeur, etc. Les biographies, bien entendu, en 2015, il y en a eu quelques-unes, vous imaginez. Et il y a eu également un certain nombre de cinéastes qui se sont dit on va monter les films d'Orson Welles qui n'ont pas abouti, qui n'ont jamais abouti. Ce qui est souvent une espèce de trahison, tout simplement parce que ces films montés, le montage, c'est quelque chose que le cinéaste, enfin Orson Welles en particulier, adorait faire, et ce qu'on lui a confisqué, ce qu'Hollywood, on y reviendra, lui a confisqué. Ça, c'est assez terrible. Et donc, il y a du bon, il y a du moins bon dans ce qui se dit sur Orson Welles, parce que, tour à tour, Orson Welles, ça a été quelqu'un qui a été complètement vénéré, je crois que le mot n'est pas excessif, haï aussi, et puis discrédité, on lui a reproché, même on lui a dit non, vous n'avez pas du tout la paternité du scénario de Citizen Kane. Bien, alors, je voudrais dire que s'il y a une image qui scie Orson Welles, c'est l'image de l'iceberg. Voilà, il y a tout ce qu'on sait de Orson Welles, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, hein, tout ce qui est tout ce qui est émergé et qui, j'allais dire, ne demande peut-être qu'à ressortir, mais qu'on ne verra peut-être jamais, ou que peut-être à la Cinémathèque, on passe parfois à Paris des extraits ou des passages de Don Quichotte, qui est peut-être un chef-d'œuvre qu'il n'a jamais pu terminer et qui est, on va dire, son grand coup de cœur. Et qui est un film dont j'ai vu quelques images seulement, mais qui a l'air complètement, j'allais dire, démesuré, et qui a l'air saisissant de réalisme. Quand on voit le choix notamment des acteurs, on pourra en reparler, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais c'est vrai que ce Don Quichotte, c'est quelque chose qui lui a pris beaucoup de temps et qui n'a jamais vu le jour. Alors, donc cette Orson Welles qui était tout le temps la caméra à la main, c'est quelqu'un qui, qui a fasciné aussi. Je vous parlais de son corps qui était quand même assez particulier. Le voici dans une photographie tirée du film Falstaff, adapté de plusieurs pièces de Shakespeare. Et donc on a un corps qui se plaît à déformer également. Et c'est ça aussi qu'on retient quand on parle d'Orson Welles, qui est un monstre sacré du cinéma. Le mot monstre sacré dit bien évidemment ce qu'on doit à Orson Welles en termes de nouveauté, en termes de films de films au pluriel et puis d'un film au singulier dont on reparlera. Il y a quand même quelque chose qui est peut-être pas un consensus, mais on se met généralement d'accord pour dire bon, Orson Welles quand même, il a marqué l'histoire du cinéma. En ce sens, c'est un monstre. Mais on a aussi, je pense, l'idée de monstre au niveau du spectacle aussi que pouvait donner, que pouvait donner Orson Welles de son corps. J'insiste peut-être de manière excessive là-dessus, mais j'avais lu une interview de Dominique Antoine, qui est une productrice des années 70, qui l'a rencontré. Quand elle l'a rencontré pour la première fois, elle disait qu'il avait tendance comme ça à jouer de ce corps et à le montrer plus difforme qu'il ne l'était. Et je trouve ça intéressant, ce rapport au corps chez Orson Welles, avec notamment un nez. C'est pas simplement anecdotique, c'est intéressant, je pense, du point de vue psychanalytique, qu'il n'a jamais supporté et qu'il grimait. Il avait toujours un nez différent sur lui, selon les films dans lesquels il jouait, etc. Il y avait un rapport au corps très particulier, et on le voit notamment dans certains films où il avait notamment envie d'être pris d'une certaine manière et pas d'une autre. Alors je me propose de parler du jeune Orson Welles. C'est tellement énorme, Orson Welles, pour faire des choix. Je me propose de parler de l'Orson Welles de la fin des années 30, du début des années 40, peut-être une incursion jusqu'à 1952. On verra, mais en tous les cas, mon souci, puisqu'il faut un fil conducteur, c'est d'essayer de voir et de comprendre quelle marque il a pu laisser et pourquoi il a autant fasciné. C'est de comprendre cette fascination, c'est se poser la question de cet artiste et de cet homme qui ont fait des choix au cinéma qui sont vraiment très intéressants. Alors, dans un premier temps,
je crois que on doit parler de Citizen Kane. Citizen Kane, c'est l'ombre et la lumière. La lumière parce que c'est le film qui l'a fait connaître, et l'ombre parce que ça cache tout le reste. Quand on parle d'Orson Welles, c'est vrai qu'on a ces deux mots, et puis peut-être le fameux Rosebud qui, j'allais dire, arrive en écho. Alors, pour parler de Citizen Kane, j'aimerais tout d'abord parler de la date de sortie, 1941. 26 ans. Il a 26 ans. Je crois que c'est rare de signaler, à part Eisenstein et le cuirassé Potemkin en 1925, c'est rare qu'un cinéaste ait sorti son premier film aussi jeune. C'est une sorte de jeune bambin qui arrive à sortir un film en 41 dans des conditions que j'aimerais rappeler. Alors, l'histoire de Citizen Kane, du citoyen Kane, c'est celle d'un magnat de la presse. C'est celle d'un milliardaire qui s'appelle Charles Foster Kane. Et il y a peut-être quelqu'un dans la réalité, dans le réel, dont il s'est inspiré, un certain William Randolph Hearst, ou Hearst, je ne sais pas comment le prononcer. Et apparemment, il a en partie inspiré le personnage de Kane. Et celui-ci, je pense qu'il s'est senti visé parce qu'il a tenté d'empêcher la sortie du film. Bien quand même qu'il s'est senti concerné. Donc le monde de la presse, comment quelqu'un a fondé sa fortune sur la presse, c'est ce que propose ce film. Alors, tout d'abord, pour parler de Citizen Kane, j'aimerais revenir à ce qui a rendu possible la naissance de ce film. Alors, faire un film nécessite, comme vous le savez, un contrat. Pour avoir un contrat avec une maison de production, il faut avoir un nom, se faire connaître dans le monde du cinéma et donner des garanties. Et une maison de production propose un contrat à Orson Welles. Hollywood et la RKO donc propose à Orson Welles un contrat. Alors, comment, alors qu'il n'est âgé que de 24-25 ans, donne-t-on, parce que le film a été préparé avant 41, bien sûr, donne-t-on à ce jeune bambin la possibilité de faire un film? Je crois qu'un retour en arrière s'impose, tout simplement parce que, 3 ans auparavant, on a Orson Welles qui décide, je ne sais pas comment sortir de ce... Voilà. Je viens de lui dire pour moi, ça y est. En 1938, un certain 11 juillet, on a un choix de la part de ce jeune homme de 23 ans, qui est le suivant, qui est de dire, moi je vais faire des émissions sur CBS, des émissions de radio où je veux mettre en scène, de manière dramatique, très théâtrale, des œuvres majeures de la littérature. Et alors, il décide d'adapter donc des grandes œuvres littéraires, c'est une voix déjà en Amérique, et voilà, ça fait un certain temps qu'il répète, et le 30 octobre 1938, voilà ce qui se passe. Alors je voudrais vous passer un document que je trouve intéressant, et en fait, dans cette série dont je vous ai parlé, il y a la diffusion de La Guerre des mondes, d'après le roman de H.G. Wells, pas exactement un homonyme, il n'y a pas de E à Wells, l'arrivée des Martiens. En fait, en gros, vous avez Orson Welles qui, du haut de ses 23 ans, a un discours qui sème la confusion dans les esprits et une certaine agitation. Alors je voudrais vous passer un document d'époque et un document qui va faire intervenir Orson Welles à peu près une quarantaine d'années après les faits. Donc voici ce document. From one radio station to another because I discovered there was no law in New York that you had to be sick to travel in an ambulance. So I hired the ambulance and I would go from CBS to NBC. They'd hold an elevator for me. I'd go up to the 5th floor, go into the studio, whichever I was booked for. I'd say, what's the character? They'd say, 80-year-old Chinaman. And I'd go on and do the 80-year-old Chinaman and then rush off somewhere else. My father made this incredible radio broadcast, The War of the Worlds, which
rocked the nation and which made him famous around the world almost overnight. When he made the War of the Worlds broadcast that caused a national panic, that made him, I mean, there are headlines all over the world about this broadcast. It was at the time of the Munich crisis when the whole world was on edge because they thought war could break out at any moment. They were used to radio broadcasts about, dangers of war in Europe, and so Wells did it like a radio broadcast, a news broadcast. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. A bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. The enemy is now in sight above the Palisades. Five great machines. He would have this band playing and then interrupt for announcements, and he had a newscaster who sounded like President Roosevelt, and it seemed believable in a sense, although you listen to it today, it seems fairly preposterous. I've met people who listened to it and said they believed the story that Martians were attacking. A lot of people were running out in the streets and driving up in the hills, and some woman ran into a police station in San Francisco with her clothes all ripped up and claiming the Martians had attacked her. The moment that terrified the people was silence. Orson was standing in the middle of the studio, and the radio announcer, the newsman, said, "Oh my God, it's coming closer, it's closer, closer." Ah! Silence. And Orson stood in the middle of the studio going, and he held the silence for a long time. And that's when everybody got scared. So interesting, silence scared the people more than anything else. And Orson knew that would happen, I guess. He claimed that he didn't know it was going to be such a reaction, but I think he did know. There is a funny newsreel footage taken the morning after the event where he's giving a press conference and he's expressing regret, and it's all a big act because he didn't regret anything. He was just saying that because they were worried they might get sued, or even he or other people could get arrested or something, but the whole thing kind of blew over. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful. Alors, je voudrais m'arrêter là-dessus. Voilà, cette mine de chien battu, on n'y croit pas. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a eu Bogdanovich, qui est, je pense, l'un des plus grands spécialistes d'Orson Welles, qui allait aussi dans ce sens-là. Il était tenu de dire « I regret », mais franchement, pas trop. Il sait quand même qu'il a marqué des points, il sait qu'il s'est rendu célèbre, il va en jouer. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qui est à l'origine, on va dire, de sa notoriété. Vous avez deux journalistes qui ont fait une enquête quand même assez longue et qui ont dit bon, effectivement ça a été le plus grand canular, l'un des plus grands canulars de tous les temps, mais il n'y a peut-être pas eu cette panique générale. Il y a eu effectivement de l'émotion, il y a eu de la confusion, mais apparemment les journaux ont beaucoup exagéré. Je dis apparemment, je n'y étais pas, mais je me fonde sur ces deux sources qui font apparemment autorité. Il n'y a pas eu autant de confusion ou d'agitation. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure de la notoriété de Orson Welles, ce fait a grandi. Bon, toujours est-il que nous, ce qui nous intéresse, c'est que la RKO, société de production, Hollywood, lui offre tout de suite un contrat en lui disant voilà, tu as carte blanche. Et ça, c'est absolument incroyable. Et je pense que des chefs-d'œuvre, quels qu'ils soient, en littérature ou au cinéma, ils n'interviennent que s'il y a des conditions, un ensemble de conditions qui sont réunies. Alors la condition, ici, en tout cas, qui est peut-être la plus favorable, c'est que Orson Welles, dans sa vie, n'aura plus jamais l'occasion d'avoir carte blanche, c'est-à-dire d'avoir une totale liberté. Le film que je vous présentais après, qui est La Splendeur des Anderson, a été monté sans lui. Enfin bref, ça a été une horreur, il a dû renoncer à plein de choses, il a beaucoup souffert, il est quand même sorti. Bref, il était attaché à RKO et à Hollywood, donc il n'allait pas non plus faire trop la tête, hein, il était un peu coincé. Mais voilà, c'est ce film, quand même, Citizen Kane, qui a été fait dans cette condition. Alors, avant
de passer un extrait de Citizen Kane, parce que je pense qu'on ne peut pas en parler comme ça de manière abstraite. On va essayer de voir avec 2 extraits très courts, de 3 minutes chacun, ce qui a fait que ce film est particulièrement intéressant. C'est un film qui a suscité le plus de vocations chez les cinéastes. C'est pas un film grand public, c'est pas un film qui a eu un succès commercial, c'est un film qui a, on va dire, beaucoup suscité d'enthousiasme dans la critique, et c'est un film qui est étudié dans les écoles de cinéma, un film qui, en France, parce que, bon, c'est vrai qu'on a l'Institut français, et c'est pas un prétexte, mais je crois que Orson Welles est extrêmement lié à la France. La France l'aimait beaucoup, il adorait Sacha Guitry, il adorait, Renoir, qui était un modèle pour lui, le cinéaste, il adorait, cet esprit français, ces cathédrales, etc. Et pour revenir donc à ce film qui a suscité beaucoup de vocations, quand on regarde les classements qu'on fait, on en pense qu'on veut, etc., il est souvent classé comme numéro 1 des films qui sont classés comme étant le meilleur de tous les temps. Voilà, on en pense qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui explique que aussi il a pu réaliser un film aussi important, aussi nouveau, aussi moderne, disons le mot, je pense qu'on attend, et qui est tout à fait juste et pas passe-partout pour le coup, une formation. Je pense que ce qui est intéressant, c'est sa formation. Il est, au départ, il a envie de faire du théâtre. Il va à Dublin quand il est très jeune, quand il a une quinzaine d'années. Il met en scène Shakespeare et puis Le Roi Lear tout seul à 10 ans. Sa mère lui inculque des goûts vraiment très très précis, très profonds. Il veut faire de la peinture, il fait des dessins. Il pense qu'on ne peut pas vivre sans Shakespeare. Et il est... dans un rapport très très profond avec le théâtre, et il va faire des choses absolument incroyables. À 19 ans par exemple, Shakespeare va à Harlem et monte une pièce de théâtre de Shakespeare avec, que des personnages noirs, et forcément c'est quelque chose qui épate, quelque chose qui est nouveau et quelque chose qui, le distingue aussi par ses audaces des autres. Je pense que ce qui fait aussi que Citizen Kane est un film qui est pas comme les autres, toujours au niveau de sa formation, c'est qu'il a une formation à la radio, où la narration radiophonique fait que c'est un homme de la voix. N'oublions pas qu'on sort du cinéma muet. 1941, ça fait 10 ans donc on fait en gros des films parlants, mais en fait, voilà, par exemple, Fritz Lang, c'est 1931 je crois, M le maudit, je sais pas, vous vous souvenez peut-être de cette scène, ceux qui ont vu Fritz Lang, le M le maudit, cette scène où on reconnaît avec le sifflement de M le maudit sa présence, et c'est un aveugle qui est là et qui reconnaît. On a tout le thème de la voix, du son qui est important déjà chez Fritz Lang et qui est important aussi chez Orson Welles. Et d'ailleurs, Jean-Luc Godard dira que le film parlant, on le doit à Orson Welles. Alors, bien entendu, même si c'est pas le premier, parce que c'est lui peut-être qui a installé le son et la voix là où il était, là où, où il a pu avoir un impact et un sens profond. Avant de vous passer donc l'extrait que j'ai envie de vous passer, je suis obligé aussi de dire que ce que je l'ai présenté comme un jeune bambin, c'est péjoratif peut-être, mais pas du tout dans mon esprit, mais c'est qu'il a une énorme culture cinématographique. Il va voir des films par dizaines, par vingtaines, par trentaines, et puis il voit certains films comme La Chevauchée fantastique de John Ford en 1938, il l'a vu 35 fois. Il l'a vu 35 fois parce qu'il dit c'est un chef-d'œuvre pour moi. Il a envie de s'en inspirer, mais il a envie de faire des choses différentes. La Chevauchée fantastique, c'est vrai que c'est, peut-être une réflexion sur le mythe des États-Unis, un Monument Valley, les Indiens, le western par excellence, l'émergence de John Wayne. C'est un film quand même assez spectaculaire où on peut dire que John Ford a été, même avant Orson Welles, celui qui a développé la contre-plongée notamment. Et il le regarde donc 35 fois et il est séduit et voilà, on sait très bien qu'après c'est pas La Chevauchée fantastique qui va remporter tous les Oscars, etc. C'est un fameux Autant n'emporte le vent, mais c'est pas ce film qui va l'intéresser outre mesure, c'est vraiment cette Chevauchée fantastique qui va lui donner envie de faire du cinéma. Donc quelqu'un qui est très très cultivé, qui connaît Renoir, La règle du jeu, qui connaît Sacha Guitry, Le roman d'un tricheur, et voilà.
c'est aussi un moment charnière. Je pense qu'un chef-d'œuvre naît aussi à un moment où il doit naître. Alors, c'est peut-être a posteriori une construction que je suis en train de réaliser, mais j'ai l'impression qu'un certain nombre de conditions sont réunies pour voir un diamant noir, un diamant eh bien, qui a une valeur, j'allais dire, inestimable et qu'on a toujours plaisir à revoir. Alors, voilà, je voudrais juste dire que, comme Pagnol, comme Guitry, qu'il admire, il abordait le cinéma parlant sans les préjugés qui encombraient la majorité des cinéastes qui sont venus du muet. Charlie Chaplin avait peur du son. Lui n'a pas eu peur, bien entendu, parce qu'il n'a pas non plus fait de films muets avant, etc. Mais pour lui, c'est la parole qui est première, c'est la voix. Et cette voix qu'il a fait entendre, cette voix qui est la sienne, eh bien, c'est la musicalité d'un texte pour lui. Et cette musicalité, c'est le rythme d'un film. Et ça, on le sent vraiment dans Citizen Kane, qui est un film à part où la voix est une sorte de poésie assez extraordinaire. Alors place donc à cette scène d'ouverture de Citizen Kane. Logo de RKO. Scène culte, comme toute peut-être scène d'ouverture des films d'Orson Welles. La splendeur d'Amberson,
c'est pareil, c'est une ouverture extrêmement travaillée. Je voudrais qu'on y revienne parce qu'elle mérite vraiment des commentaires qui seront toujours trop brefs et trop insuffisants, mais voilà. Je crois que commencer Citizen Kane par cet univers qui est tout de suite mis en place, un no trespassing, ça a un sens extrêmement fort. No trespassing, c'est la défense d'entrée, certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la caméra, elle va justement se permettre d'entrer. On va avoir le privilège, nous, spectateurs, d'entrer dans cette demeure ô combien mystérieuse où vient de mourir Charles Foster Kane. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, défense d'entrée, cette interdiction, c'est aussi la liberté du cinéaste. Le cinéaste qui dit, moi, vos codes à Hollywood, vous m'avez donné carte blanche, je ne vais pas en tenir compte. Je vais vraiment faire un film où je vais exercer ma liberté. Et ces fondus enchaînés, cette brume initiale, ces plans, et petit à petit la découverte de Charles Foster Kane qui, on va dire, que nous découvrons eh bien, à sa mort. Alors, je voudrais tout simplement dire qu'ici, à la fin, vous avez vu, à un moment, donc, au moment de pousser son dernier soupir, on a un gros plan sur la parole Rosebud. Et ça, je crois que tout est là ou presque. C'est-à-dire qu'on a un Orson Welles qui est venu de la radio, qui a quitté New York pour rejoindre Hollywood avec ses ingénieurs du son. Et il arrive à l'image par le son, à partir de la parole. Et c'est vraiment peut-être l'un des premiers qui a questionné de manière aussi forte le rapport de l'image et du son. Et on a vraiment, je trouve, toujours envie de revoir cette scène de départ où tout semble dit, et cette fin qui est le départ du film, eh bien, nous amène à nous interroger sur une œuvre surprenante. C'est-à-dire que, voilà, on a ici un personnage dont on a le premier balbutiement, et le premier balbutiement d'un poète qui cherche sa voix en quelque sorte. Peu importe ce que signifie Rosebud, au final, peut-être en tous les cas au début, à quelle clé il nous renvoie, qu'importe si c'est une femme, un cheval, un traîneau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on entend la voix de quelqu'un qui meurt. Une sorte de privilège aussi du spectateur de se dire, voilà, on a entendu, on est témoin d'une mort de Kane que seule la caméra en dehors de nous a pu capter. Alors, il faut donc que Charles Foster Kane meure pour que sa voix soit entendue. Et si vous revoyez ce film, toute la vie de Charles Foster Kane, c'est être entendu. Être entendu à chaque fois, se faire entendre, ou plus exactement faire du bruit. Journaliste, fondateur de journaux, Charles Foster Kane, et d'un opéra même qu'il construit pour lancer sa femme, une chanteuse, qui va de fiasco en fiasco. Eh bien, tout le film résonne de sa voix. Qui est Charles Foster Kane? Alors, je crois que on va aussi regarder une autre scène. Alors, je vous situe l'autre scène. Eh bien, tout le film, c'est l'enquête d'un journaliste qui dit qui est ce Charles Foster Kane, qui est celui qui a prononcé Rosebud. Et alors, il y a toute une enquête qui est faite, et on retourne, parce que ce film est fait entièrement de flashbacks sur l'enfance de Charles Foster Kane. Comment a-t-il comment est-il devenu le mania de la presse, ce milliardaire? Eh bien, on a une scène donc, qui se joue dans l'enfance de Charles Foster Kane, une scène très très célèbre dont nous allons commenter la séquence qui est, on va dire, dans les écoles de cinéma étudiée tout le temps. C'est ce moment où la mère de Charles Foster Kane vient d'apprendre qu'elle a hérité d'une mine. Et là, elle dit à son mari, on ne peut pas éduquer notre fils, nous n'avons pas la culture pour en faire un grand financier. Et ils vont confier Charles Foster Kane à un financier. Là, le père n'est pas d'accord. Et là, on a une scène donc, entre les parents, le financier qui vient signer un contrat à la mère, et l'enfant qui n'est pas encore, bien sûr, au courant de ce qui se passe. Alors, nous sommes en 1871. Ah mince, pardon. Be careful, Charles. Hey,
I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I told Mr. Thatcher. There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we're going into some money. If I want, I can go to court. The father has a right to. The board of the beach says Bill leaves worthless stock behind. That property is just as much my property as anybody's, now that it's valuable. And if Fred Graves had any idea all this was going to happen, he'd have made out those certificates in both our names. They were made out in Mrs. Kane's name. He owed the money for the board to the both of The us. bank's decision on all matters I don't hold with signing my boy away to any bank has got. I want you to stop all this The nonsense. bank's Jim. decision on all matters concerning his education, his places of residence, and similar subjects is to be final. Yeah, well, bank being the I guardian. want you to stop all this nonsense. Jim. We will assume full management of the Colorado Road, which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner. Where do I sign, Mr. Thatcher? Right here, Mrs. Kane. Mary, I'm asking you for the last time. Anybody think I hadn't been a good The sum of husband? Father? $50,000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live, and thereafter to the survivor. Well, let's hope it's all for the best. It is. Well, I can't raise my own boy. I'm on the right number. Go on, Mr. Thatcher. Everything else, the principal as well as all monies earned, is to be administered by the bank in trust for your son Charles Foster Kane until he reaches his 25th birthday, at which time he is to come into complete possession. Charles! Go on, Mr. Thatcher. Well, it's almost 5, Mrs. Kane. Put you together to meet the boy? I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now. I've arranged for a tutor to meet us in Chicago. I brought him here with me. Charles! Lucky, Mom! Better come inside, son. Well, that's quite a snowman. Did you make it all by yourself, my lad? Maybe I'll make some tea from whiskers. This is Mr. Thatcher, Charles. Oh, How do you do, Charles? He comes from the east. Wow. Hello, Charlie. Charles! yes, Mommy. Mr. Thatcher's going to take you on a trip with him tonight. We'll be leaving on number 10. That's the train with all the lights on it. You going, Mom? Well, no, your mother won't be going right away, Charles, but you... Where am I going? You're going to see Chicago and New York and Washington, maybe. Ain't he, Mr. Thatcher? He certainly is. I wish I were a little boy going on a trip like that for the first time. Why aren't you coming with us, Mom? We have to stay here, Charles. You're going to live with Mr. Thatcher from now on, Charlie. You're going to be rich. Your mom figures, well, that is, me and her decided this ain't the place for you to grow up in. You'll probably be the richest man in America someday, and you only get an lonely, education. Charles. Only, of course not. Why, we're going to have some fine times together. Really we are, Charles. Now, shall we shake hands? Oh, come. I'm not as frightening as all that, am I? Now, what do you say? Let's shake. Charles, don't hurt me. What's that to display with? You're right. I'm sorry, Mr. Thatcher. What that kid needs is a good thrashing. That's what you think, is it, Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. Bien. Cette scène, c'est la scène pivot de Citizen Kane. La scène où tout se joue, la scène où se détermine tout l'avenir de Charles Foster Kane. Comment, au cinéma, dire le destin d'un personnage, le destin dont on est prisonnier? Comment dire le fait que, eh bien, Charles Foster Kane est complètement un personnage tragique au final, c'est-à-dire qui est voué à accepter ce destin. Alors il y a la parole, bien entendu, qui dit tout cela et qui dit que voilà, il n'a pas le choix, cet enfant. Mais regardons cette mise en scène. Cette mise en scène par rapport à cette fenêtre qui est le lien entre le dehors, qui est une sorte d'étendue immaculée de neige, et puis cet intérieur, cette profondeur de champ qui est toute wellsienne, dans la mesure où il joue de ce rapport. Et on va jamais perdre de vue, ou quasiment. Il suffit que je le dise pour qu'il soit plus là, on va jamais perdre de vue. Bref, ce lien symbolique entre le dehors et le dedans,
il est tout à fait intéressant. Le monde de l'enfance à l'extérieur que ne retrouvera plus jamais et que recherchera sous la forme de cette boule pleine de neige au début qu'on a vue et qui éclate dans ce début d'œuvre, eh bien, nous avons véritablement, voilà, à partir de cette fenêtre, à partir de ce cadre, quelque chose qui se joue. Regardons les mouvements des personnages. Nous avons le plus proche de la caméra, au premier plan, ces deux personnages qui décident du destin de Charles Foster Kane, et on a un personnage qui est toujours debout et qui, à un moment donné, sera hors champ dans la mesure où il n'a, regardé, aucun lien, aucun pouvoir plutôt sur la destinée de Charles Foster Kane, et qui n'en peut plus, et qui va en tout désespoir, enfin par désespoir, fermer, comme s'il voulait protéger cet enfant qui voulait le laisser dans cette enfance. Et là, la mère qui veut reprendre le pouvoir va encore ouvrir cette fenêtre et dire que c'est elle qui a le pouvoir du destin de Charles Foster Kane. Regardons, on voit des plafonds, ce qui est assez rare aussi dans d'autres films. C'est la première fois, peut-être autant dans Citizen Kane, qu'on voit des plans comme ça. Ici, 3 plans successifs. Le premier plan, quand on a vu les personnages assis, le plan du milieu, et puis le plan de la fenêtre et de dehors, l'arrière-plan. Et puis là, cette sortie, ce dernier moment où Charles Foster Kane comprend que, eh bien, il va devoir quitter ses parents et que plus jamais il ne sera libre. Et surtout, c'est la dernière fois où il sera heureux. Et que cette quête de liberté, plus jamais, et j'allais dire, il ne pourra, en tout cas, l'assouvir, il ne pourra jamais goûter à cette liberté, parce que le monde qu'il quitte le rendra, le monde qu'il quitte et qu'il va trouver le rendra riche, mais en tout cas, toujours inassouvi du point de vue du besoin de cette liberté de l'enfance qu'il chérira toute sa vie. Alors, je voudrais juste revenir peut-être sur quelques plans. Je vais pas vous parler plus avant du film parce qu'on a autre chose